Est-ce que vous connaissez cette femme? Vous semble-t-elle heureuse? Avez-vous la moindre idée du degré de liberté dont elle profite? Ces questions étaient loin des préoccupations de Léon Herbeau, qui est à l'origine de ce tableau. Dans la seconde moitié du 19e siècle, il a peint la pipe à opium. Bon, selon toute vraisemblance, on dirait plutôt qu'elle fume du cannabis ou du tabac, et c'est pas une pipe à opium, mais un narguilé. C'est un artiste, hein, pas un expert. Et en plus, il vivait dans une société bien différente de la nôtre, il y a environ 150 ans. Vous avez sous les yeux une peinture orientaliste, c'est-à-dire une représentation de l'Orient complètement fantasmée, qui imagine les femmes orientales comme ça, passives, lascives et qui n'attendent que d'être conquises par des colons occidentaux. Tout dans le décor et la position de cette femme rappelle l'orientalisme. On peut y voir de nombreux objets accumulés, mais l'important dans la vision orientaliste, comme l'explique Edouard Saïd, c'est la construction d'une image figée, immuable et essentialiste de peuples qui attendent que l'Europe leur apporte la civilisation. Et bien sûr, c'est par la colonisation que les peuples devaient être civilisés, de gré ou de force. On ne sait pas qui est cette femme, et même si elle a vraiment existé. Elle est réifiée, c'est-à-dire objectifiée. Le nom du tableau évoque d'ailleurs la pipe à opium qui lui accorde le droit d'apparaître sur cette œuvre. Elle est surtout un objet de désir, en tout cas au travers du regard de l'homme blanc qui l'a peinte et des autres qui pourront l'admirer dans un musée bien loin de l'Orient. Ce tableau véhicule une vision particulièrement réductrice de ce qu'était l'Orient. Cet ailleurs serait un ensemble, un grand tout en miroir inversé à l'Occident, où les femmes seraient à la disposition des hommes. C'est un mythe raciste, sexiste et colonialiste qui perdure encore aujourd'hui. Et pour l'opium, c'est pareil, la drogue viendrait d'ailleurs, et si elle arrive chez nous sans qu'on l'y ait invité, on y voit alors une contagion provenant de l'étranger, qui aurait encore et toujours besoin d'être civilisé. Si on prend le temps de regarder les yeux de cette femme, on voit bien qu'elle ne nous regarde pas. Elle est ailleurs, peut-être délirante, peut-être absente. Il se peut qu'elle consomme son produit pour obtenir du plaisir. Ou bien le fait-elle pour mettre à distance les images rappelant la violence dont les femmes font l'objet dans les pays colonisés? Son regard peut aussi être vu comme une manière pour les femmes de retrouver leur agentivité, d'essayer de s'extraire de la domination patriarcale. On voit bien ici que l'art peut être profondément politique. Ici, il participe d'un projet colonial, impérialiste, raciste et sexiste. L'artiste peut n'avoir aucune conscience de ce à quoi il participe, Il n'est pas nécessaire de lui prêter la moindre intention pour se montrer critique de ce type d'œuvre. Et critiquer la portée politique d'une œuvre ne remet pas en question la beauté qu'on peut lui trouver. La culture, c'est si fort, si présent dans nos vies que même notre créativité en est imprégnée sans qu'on en ait forcément conscience. Pour la majorité des gens de l'époque, le colonialisme était une évidence, tout comme la prétendue supériorité de la culture occidentale ou de la clarté de la peau. Mais l'art peut aussi être politique dans un sens de contre-pouvoir, pour résister et proposer quelque chose de nouveau, pour déconstruire et reconstruire un monde meilleur. Pour beaucoup de personnes, quand on les interroge sur les liens entre art et drogue, ils pensent immédiatement à la révolution psychédélique de la fin des années 60 et des années 70. Ils pensent également que tous les artistes créent sous-produits. Mais est-ce réellement le cas? Bah si, Non. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer ça. On peut penser à Henri Michaud et ses dessins mescaliniens. Il nous a expliqué qu'il ne pouvait pas créer sous mescaline. Il a donc réalisé ses œuvres a posteriori, à partir du souvenir psychique et sensoriel de son expérience. Deuxième exemple, Jérémy Chaud, qui a pris de la DMT avec ses amis dans sa chambre et qui a tout filmé. Mais ça n'a pas suffi à en faire une œuvre d'art. Il lui a fallu, après la descente, faire tout le travail de montage, de mixage, de sous-titres, etc. En fait, l'idée que les artistes auraient besoin de drogue pour créer renvoie à une double stigmatisation. Celle des artistes contemporains qui feraient n'importe quoi en appelant ça de l'art. Puis celle de la drogue comme retirant la légitimité et le mérite de l'artiste dans son processus de création. Cela étant dit, l'art psychédélique a été très important et perdure encore aujourd'hui, même s'il est moins visible. Miguel Egaña nous en offre un exemple intéressant. On peut faire l'hypothèse que l'artiste rend hommage, en 2012, à l'art psychédélique. Mais il mentionne aussi la loi de 1970. En France, cette loi punit les consommateurs et les consommatrices de drogue jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Cette loi fait des
toxicomanes, soit des malades, soit des délinquants. La consommation récréative de presque tous les psychotropes est absolument prohibée, malgré l'absence de preuves démontrant une effroyable nocivité de drogues comme le LSD, le cannabis ou même la cocaïne. Cette loi est d'autant plus absurde que l'alcool reste omniprésent et qu'il faudra attendre 1991 pour interdire la publicité en faveur du tabac. Elle fait suite à une panique morale, journalistique, policière et politique, que Vincent Béziot a très bien analysé dans La catastrophe invisible de Kokorev, Coppel et Peraldi. Un emballement après la révolution manquée de 1968, une peur d'une jeunesse qui serait pervertie par la drogue dans une France qui veut un retour à l'ordre moral. Comme pour toutes les œuvres d'art, il faut la regarder longtemps, attentivement, pour déceler et déchiffrer un message. Je pense que l'artiste a pu vouloir rendre hommage à une époque et un style, mais qu'il les détourne en même temps pour contre-attaquer le gouvernement français dans la guerre à la drogue. Alors, de 1970 à 2012, a-t-elle fonctionné? Non. Si son but était de réduire les consommations, la réponse est non. Si son but était de diminuer le nombre de situations d'addiction, la réponse est toujours non. Elle n'a pas non plus permis de stopper le trafic, d'empêcher les règlements de compte ou même d'atteindre un modèle de société plus sain où chacun et chacune peut trouver sa place. Par contre, si son but était de stigmatiser des populations racisées, jeunes, d'augmenter la surpopulation carcérale, d'aider des organisations criminelles à engendrer des bénéfices énormes, la réponse est oui. Et puisqu'aujourd'hui, on voit bien les discours à base de narcotrafiquants, de narcobanditisme, de culpabilisation des consommateurs et de mépris de classe, doublés d'une invisibilisation totale des nombreuses raisons de consommer, il est difficile de ne pas voir là une stratégie visant à fabriquer un bouc émissaire, un ennemi intérieur qui devra porter la responsabilité du déclin de notre société. Le détournement a souvent été utilisé en art par les minorités discriminées, notamment LGBTQIA+, à l'époque de l'apparition du sida, ou par les dragues aujourd'hui, par beaucoup d'artistes queer, comme le montre Renate Lorenz dans son livre Art queer. Je trouve que cette œuvre est marquante, car elle intègre les personnes consommatrices dans la communauté discriminée par le procédé du détournement. Dans la société française de plus en plus répressive, utiliser le détournement et l'expliquer permettrait de faire prendre conscience de l'absurdité de notre politique des drogues. Cette cabane est une œuvre de l'artiste français Étienne Boulanger, réalisée dans le cadre d'une exposition d'art public en 2008 au Volkspark Hasenheit à Berlin, destinée à être installée pendant un mois. C'est malheureusement quelques mois plus tard qu'Étienne Boulanger meurt accidentellement à New York. Cette œuvre s'intitule The Cracked House, la maison craquée. C'est une sorte de baraquement de taille modeste dans lequel on imagine que plusieurs personnes peuvent entrer, voire dormir ou habiter. Les matériaux utilisés ne sont pas précisés. Mais pour d'autres réalisations, Étienne Boulanger a expliqué qu'il volait du bois, de la tôle ou d'autres objets dans les villes dans lesquelles il travaillait. On pourrait imaginer qu'il a fait de même ici. Le matériau, brun, paraît être du bois, des palettes de transport ou des panneaux de contreplaqué peints. Il semble usé, donc peut-être a-t-il déjà été utilisé pour une autre fonction. La maison, comme le titre l'indique, comporte une sorte de porte d'entrée. À l'intérieur, on ne perçoit pas de meubles, mais on voit des graffitis qui suggèrent qu'elle est ou a été investie. Une fenêtre donne sur un jardin et on y aperçoit de grands arbres. Étienne Boulanger semble avoir voulu, dans cette installation, indiquer les signes de reconnaissance d'une maison. Une porte, une entrée, une fenêtre, on imagine un toit. On sait qu'il habitait ces installations, mais rien n'est indiqué pour celle-ci. On peut cependant imaginer que dans un parc, des personnes ont dû s'y installer. Des jeunes pour se regrouper, des personnes sans domicile fixe pour se reposer, des dealers pour commercer, des personnes utilisatrices de drogue pour se droguer. Sur le site internet de l'installation, il est écrit « Le Volkspark Hasenheit est un endroit où se retrouvent les familles le temps d'un pique-nique ou d'un match de foot. Il est traversé par les joggers et les enfants adorent la petite ferme et ses animaux. Le parc a aussi la réputation d'être un des principaux endroits où se fournir en drogue. Les dealers sont flexibles et mobiles et ils trouvent en permanence les moyens pour se mélanger avec le paysage, se rendant vraiment invisibles. » On peut aussi se demander si la maison est craquée car elle y accueillerait des personnes marginales. Les mêmes personnes qui ne sont pas toujours accueillies dans les parcs ou dans les maisons. S'agit-il d'un jeu de mots avec le crack ?
Elle reste cependant une maison et semble pour l'artiste faire la place à toutes et tous. C'est une nouvelle manière d'aménager l'espace urbain, de donner à chacun et chacune une place dans la société, sans stigmatisation. Cette œuvre est pour nous un acte de résistance contre ce que Sarah Schulman appelle la gentrification des esprits dans son livre éponyme. Pour elle, la gentrification urbaine et sociale a entraîné une gentrification des esprits. On parle alors d'un repli sur soi, un refus, une peur de l'autre, dans un monde qui refuse la complexité pour préférer une pensée binaire, plus facile à intégrer. Étienne Boulanger a participé à la lutte contre cette gentrification, en montrant que la drogue n'est ni bien ni mal. C'est pour lui simplement une chose qui existe, avec laquelle beaucoup de personnes entretiennent une relation particulière, intime et unique, et qui doit être acceptée comme telle. Depuis plusieurs années, de trop nombreuses personnes meurent de surdose d'opioïdes au Canada. Tout particulièrement, les personnes des différentes communautés autochtones, ainsi que les personnes les plus précaires. Les autorités canadiennes ont permis le développement des outils de réduction des risques pour faire face à la montée de la mortalité. Les personnes concernées sont aussi à l'origine de nombreuses initiatives comme Organizing Our Grief en 2023. Il s'agit d'un projet artistique et communautaire associant plusieurs personnes. L'artiste Les Harper, de la communauté autochtone Cri des Plaines, des historiennes de l'art et des intervenants et intervenantes en réduction des risques. L'esthétique reprend des symboles ancestraux de la culture Cri des Plaines associés à des techniques contemporaines de collage, de photographie. Le fait de peindre et coller sur le camion est pertinent car cela permet d'amener l'art à toutes et tous afin de ne pas l'enfermer dans un musée. Ce projet a d'abord permis aux Cris des Plaines de faire entendre leur deuil dans un contexte où ils sont parmi les communautés les plus touchées par les décès. L'art ici remplit une fonction de guérison, mais permet aussi de revendiquer des droits fondamentaux comme l'accès aux soins. Au-delà de la spécificité de la crise des surdoses, ce projet permet aussi à cette communauté de faire reconnaître sa culture et de prendre la parole qui leur a été trop souvent confisquée. Je ne parlerai pas au nom des personnes autochtones, mais le livret qu'ils mettent à disposition donne l'impression que le projet a fonctionné. De plus, celui-ci fournit des éléments, notamment un guide, pour reproduire le projet en fonction des contextes et réalités spécifiques des communautés. C'est pour moi une définition parfaite de l'artivisme, où l'art permet de contourner les obstacles, de réunir différentes communautés pour réclamer des droits, une reconnaissance et un meilleur accès aux soins. L'art est toujours politique, au sens de la façon dont on conçoit notre société, comment on l'organise et comment on décide collectivement de notre avenir commun. Il s'inscrit dans une époque, à un contexte politique et social, des groupes communautaires. Il peut participer à des projets plus larges que le propre projet des artistes, parfois de manière assumée et militante, parfois de manière inconsciente. Si les artistes peuvent et doivent conserver une liberté de création, ils restent confrontés à de multiples contraintes. Politique institutionnelle des musées, loi du marché et évidemment les risques liés à la prohibition dès qu'il s'agit de psychotropes. Mais l'art peut nous aider à comprendre, nous aider à guérir, nous aider à résister. L'art doit être accessible à toutes et tous pour créer, pour discuter et surtout pour imaginer comment on évolue collectivement. Il en va de la responsabilité des États de permettre et garantir cette ouverture d'un art autonome et libre et de le démocratiser. Nous pouvons, nous aussi, agir, nous regrouper, aller vers les autres, imaginer, créer, diffuser des idées humanistes pour contrer le monde binaire et dangereux si bien décrit par Sarah Schulman. La vérité qui réside dans la complexité, l'empowerment, l'agentivité des opprimés, tout cela est remplacé par l'acceptation de la banalité, une conception de soi qui se construit à tort sur la passivité et sur l'impossibilité de s'accomplir comme investigatrice puissante et actrice d'un changement social profond. Quel est ce processus ? Qu'est-ce qui homogénéise la complexité, la différence, l'action dynamique et dialogique en faveur du changement et les remplace par une uniformité, par une institutionnalisation culturelle, par une absence de remise en question du pouvoir en place, par une paralysie? Ma réponse à ces questions revenait toujours au même concept, la gentrification. L'expérience de la gentrification au sens littéral est un processus concret de substitution. C'est un phénomène physique urbain des communautés issues d'une importante diversité de classes, d'ethnies, de races, de sexualités, de langages et de points de vue déménagent des centres-villes et
sont remplacés par des groupes plus homogènes. Ce phénomène s'accompagne de la destruction de cultures et de systèmes relationnels, et cette destruction entraîne des conséquences profondes sur les vies urbaines futures. Cette gentrification s'accompagne aussi d'une gentrification spirituelle qui affectait les populations dépourvues de droits, non représentées et dénuées de pouvoir ou de conscience face à la réalité de leurs propres conditions. C'était une gentrification des esprits, une substitution intrinsèque qui aliénait la population vis-à-vis des processus concrets de changement social et artistique. Et cette homogénéisation des esprits et de la culture, certains artistes militants et engagés dans les questions sociales ont pu s'en rendre complices, notamment lorsqu'on parle de toxicophobie. Par exemple, en 1986, où Keith Haring, artiste engagé et militant contre la sérophobie, le racisme et la LGBT-phobie, réalise une fresque dans le quartier d'East Harlem à Manhattan. Elle porte le nom évocateur de The Crack is Whack, qu'on peut traduire par le crack c'est nul. La mort, la ruine et la destruction sont les personnages principaux de cette œuvre qui n'apporte aucune demi-mesure sur le portrait de la drogue que peint l'artiste. Lors d'une interview en 1989, il revient sur l'œuvre et sa vision du crack. À la question « Vous avez réalisé une peinture anti-crack assez connue, Crack is Whack, sur un mur à New York, quelle est la différence entre les jeunes qui consomment du crack aujourd'hui et votre propre consommation de drogue à l'adolescence ?» L'artiste répondra « Le crack est une drogue d'homme d'affaires, il a été inventé pour générer des profits, fumer du cannabis n'a jamais ruiné, et le crack est complètement différent des drogues psychotropes comme le LSD ou le cannabis. C'est tout le contraire, hein. Le crack rend esclave, au lieu d'ouvrir l'esprit, il le ferme et rend dépendant de celui que vous fournit la drogue. Je pense que le crack est même pire que l'héroïne. L'héroïne calme et rend inconscient. Le crack rend schizophrène, agressif et irrationnellement obsédé par le besoin d'en reprendre. Il crée une dépendance beaucoup plus rapide que l'héroïne ou toute autre drogue. Ainsi, bien qu'ayant lutté par son art contre de nombreuses discriminations, il semblerait que concernant la consommation de drogue, Keith Haring adhérait aux préjugés et participait à la stigmatisation des consommateurs en les hiérarchisant en fonction de leur consommation. Il fait une comparaison plutôt ridicule entre le crack et l'héroïne, oubliant toute information permettant de nuancer le propos. L'exemple de Keith Haring nous rappelle qu'aucun artiste, aussi engagé soit-il, n'échappe complètement aux représentations dominantes de son époque. Tout comme Léon Herbeau participait sans doute sans en avoir conscience à un projet colonial et patriarcal, Haring a reproduit la toxicophobie de son temps en hiérarchisant les drogues et en stigmatisant les consommateurs et consommatrices de crack. C'est précisément pour ça que regarder l'art avec attention, le déconstruire, le critiquer, ce n'est pas le détruire, c'est lui rendre justice. C'est rendre justice à cette femme dont on ne connaît même pas le nom, à ces personnes qui meurent de surdose dans l'indifférence totale, à toutes celles et ceux que la prohibition rend invisibles. Et c'est aussi peut-être créer les conditions pour qu'un autre regard émerge. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère que vous avez appris des choses sur le lien entre l'art et les psychotropes. Et si la relation entre l'art et la politique vous intéresse, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la chaîne YouTube de Marie qui nous a aidé à produire cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.